Donc la philosophie au cœur de l'école. La photo que vous voyez là, elle est tirée d'un documentaire que vous connaissez peut-être. Vous avez l'affiche qui est là, un documentaire qui s'intitule « Ce n'est qu'un début ». Continuons le combat. Ils ont filmé pendant 2 ans les mêmes enfants d'une école maternelle de l'Académie de Créteil. Je vous invite tous à regarder ce documentaire dans son intégralité parce qu'on voit effectivement sur 2 ans les progrès extraordinaires, non seulement que font les enfants, mais les progrès que font la maîtresse aussi, parce qu'elle s'empare de cette pratique innovante en ayant eu quelques heures de formation à l'ESP, en ne se sentant pas forcément légitime par rapport à cette discipline particulière qu'est la philosophie, et je vais beaucoup en parler, ce statut particulier que tient la philosophie à l'école. Et donc les progrès, l'expertise que Pascaline va pouvoir gagner grâce à beaucoup de patience et de régularité dans son pratique sont vraiment formidables à voir. Et puis alors, dans cette diapo aussi, mais j'en parlerai plus mercredi, on voit le meilleur dispositif au monde pour faire les ateliers philo, c'est le mien, puisqu'il y a les albums de littérature de jeunesse qui sont au centre du cercle et les enfants vont être invités à réfléchir, surtout à partir de cette commune culture littéraire. Mais ça, j'en parlerai plutôt mercredi. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette photo aussi. Voilà. Alors, avant de commencer véritablement à attaquer le sujet, il faut souligner un paradoxe. Et ce paradoxe, vous le connaissez, et Chloé, tu l'as souligné dans ton exposé, philosopher avec les enfants. Il y a un vrai paradoxe dans la rencontre de ces 2 mondes qui sont a priori irréconciliables et séparés, le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. Vous savez qu'on enseigne la philosophie qu'en terminale, et je le dis toujours, hein, des lycées généraux et technologiques, pas professionnels. C'est-à-dire que dans notre, je parle de l'institution philosophique, je ne m'inclus pas forcément dedans, mais dans notre représentation générale de l'enseignement de la philosophie, on peut philosopher justement quand on n'est plus un enfant, quand on sort de l'enfance, et quand on a acquis un bagage intellectuel, linguistique, une maturité, une expérience qui fait justement de nous plus des enfants et qui nous permet d'avoir accès à ce monde de la philosophie caractérisé par de la rationalité, mais aussi par des auteurs, effectivement, qui sont difficiles et des concepts qui sont complexes. Bon. Pourtant, qu'est-ce qui relie la philosophie et l'enfance? Là aussi, Chloé l'a très bien résumé dans son exposé. C'est l'étonnement. Il y a quelque chose chez les tout petits enfants qui est proprement philosophique. C'est cette expérience dont parle Aristote, effectivement, qui est l'expérience de l'étonnement devant le monde. Alors je pense que tous les parents, éducateurs, enseignants qui ont eu affaire à tout petits enfants savent très bien que et pourquoi, et comment, et pourquoi, et comment. Aristote dit que ce qui distingue l'homme des autres animaux, avant toute chose, c'est d'abord et avant tout la capacité à s'étonner. C'est parce que les hommes se posent des questions qu'ils vont inventer des formes de pensée qui vont leur permettre d'y répondre. La mythologie, la religion, les sciences et la philosophie sont d'abord là pour répondre à cet étonnement originel qui est l'essence même de l'être humain et qu'on retrouve quand on prend la peine d'écouter des tout petits enfants. Est-ce que le premier homme avait une maman? Pourquoi il y a des gens qui sont méchants? Pourquoi table, ça se dit table et pas chaise? À quoi on reconnaît qu'on est amoureux? Ouais, etc., etc. Donc là, dans l'enfance et dans la petite enfance, il y a quelque chose qui est vraiment proprement philosophique, qui est cet étonnement et dont il faudrait se saisir pour commencer petit à petit cet apprentissage difficile de la pensée complexe. Alors la philosophie avec les enfants, ça se développe sous des formes extrêmement diverses, je vais vous les décrire un petit peu partout dans le monde, il faut savoir, c'est vraiment un phénomène qui est international, qui est très lié d'ailleurs, j'ai pas le temps de développer, mais qui est très lié d'ailleurs à la définition qu'on peut avoir aujourd'hui de l'enfant. L'enfant n'est plus une petite chose innocente, ignorante, l'enfant est considéré comme un sujet, comme une personne, qui est digne de respect et d'écoute. Et je pense que cette représentation anthropologique de l'enfance
qui fait que la philosophie peut se développer parce qu'il y a comme une éthique de relation à l'enfant et on verra ensuite à l'élève, digne de respect, d'écoute et de pensée. Et vous le savez qu'elle est désormais préconisée dans certains programmes de l'école primaire. C'est vrai en Belgique, c'est vrai au Luxembourg, c'est vrai au Québec et c'est vrai en France, donc depuis 2015. Ce que je voudrais vous décrire maintenant, c'est les différents courants qui existent de philosophie avec les enfants. Et je voudrais le faire en insistant surtout sur les objectifs et les finalités. Pourquoi, en tant qu'enseignant, on met en place des ateliers de philosophie avec les enfants? Pour quels objectifs, pour quelles finalités et pour développer quelles compétences chez les élèves? Et je pense que c'est d'abord cette question-là qu'il faut se poser en tant qu'enseignant et ensuite on va mettre en place des dispositifs qui vont répondre à ces objectifs. Le premier courant de philosophie avec les enfants, c'est le courant qu'on appelle psychanalytique. Alors je vais aller très très vite sur ces différents courants, mais c'est important de restituer ces enjeux. Parce que l'enjeu là ici, il est existentiel et anthropologique. Je vous renvoie aux travaux de Jacques Lévin, tu as cité Pierre-Éric, et de son association l'Axas. Jacques Lévin était psychanalyste. Et pour lui, les ateliers de philosophie répondent à cet enjeu. Quand un enfant, dit Jacques Lévin, 3-4 ans, pose à un adulte, parent, enseignant, éducateur, une question qui est philosophique. Je reviendrai sur ce que c'est qu'une question philosophique, mais en gros, c'est une question qui est déroutante, où il n'y a pas de réponse immédiate, et qui peut provoquer de la part de l'adulte quelque chose qui relève du bouleversement. Voilà. Quand un enfant pose une question philosophique à un adulte, l'adulte est tellement déstabilisé par la question qu'en général, les adultes ont des stratégies d'évitement. L'enfant qui demande à papa, maman, etc. Est-ce que le premier homme avait une maman? Pourquoi il y a des gens méchants? À quoi on reconnaît qu'on est amoureux? Réflexe, voilà, tu demanderas ça à papy. Tu demanderas ça à mamie. Tu demanderas ça au grand frère. Tu demanderas ça à la maîtresse. Qui dit tu demanderas ça à maman. Et l'enfant se retrouve, voilà, seul avec cette question. Ou alors, comme le dit Chloé, on dit à l'enfant, oh là là, c'est compliqué, tu verras ça quand tu seras grand. Donc, dit Jacques Lévin en tant que psychanalyste, l'enfant a besoin d'être écouté, il a besoin d'être reconnu dans son statut de ce que Lévin appelle sujet pensant. Tu es un petit homme. Et en tant que petit homme, c'est normal, c'est légitime de se poser cette question-là. C'est ce qui fait ta dignité d'être humain. Et donc je vais t'écouter. Je vais te donner un temps et un espace, même très très court, où tu vas pouvoir t'exprimer librement sur cette grande question que les hommes se posent depuis toujours. Et donc le dispositif inventé, créé par Jacques Lévin, est un dispositif où l'adulte, l'animateur, est en retrait par rapport au cercle des enfants. Les enfants sont en cercle, l'adulte lance la question philosophique et il se met en retrait du groupe et il laisse les enfants s'exprimer librement sans jamais intervenir pour relancer. Premier courant. Deuxième courant, alors plus classique, plus scolaire, que vous connaissez peut-être plus, c'est le courant qu'on appelle éducation à la citoyenneté. Là, je renvoie aux travaux de Michel Tozzi ou de Sylvain Connac. Là, l'enjeu, il est politique et démocratique. Pourquoi on met en place des ateliers de philosophie avec les enfants? Prioritairement, c'est pas que l'enfant se découvre comme sujet pensant, c'est de former à la citoyenneté éclairée. On est dans des débats, là pour le coup, vous voyez des mots qui arrivent là ici, débat, discussion, où l'objectif prioritaire, c'est que la philosophie œuvre à l'exercice de la démocratie. Là, c'est très inspiré, évidemment, de la pédagogie coopérative. On va retrouver les élèves qui vont avoir des fonctions, un président de séance, un gardien du temps, un distributeur de parole, des journalistes qui vont prendre des notes, des discutants et des observateurs. Voilà, donc on crée une agora démocratique où, encore une fois, l'atelier de philo œuvre surtout à développer des compétences démocratiques. Donc si votre objectif,
c'est de développer des compétences démocratiques, allez voir les travaux de Michel Tozzi. Si votre objectif, c'est le sujet pensant, l'estime de soi, la reconnaissance, allez voir du côté des travaux de Jacques Lévin et de Laxas. Et le troisième courant, donc, auquel moi j'appartiens, c'est un courant qu'on va appeler philosophique, parce que l'enjeu, là, il sera didactique. La philosophie, je l'ai dit tout à l'heure, n'est enseignée qu'en terminale. Imaginons, 2660, elle est au programme de la maternelle, en tant que telle. Bon, comment on fait? Voilà. Les programmes, le cursus, voilà. Comment on fait? Quel support? Voilà, la littérature, vous voyez? Bon, quels objectifs? Quelles notions? Quels concepts? Donc là, ce sont essentiellement des professeurs de philosophie. J'ai Matthew Lippmann, vous voyez, ici, qui était professeur de philosophie, et qui ont essayé de réfléchir, j'en fais partie, François Galichet, qui essaye de penser, encore une fois, à une progressivité de l'enseignement de la philosophie, de la même façon qu'on pense à une progressivité en sciences, en histoire, en EPS, en mathématiques, eh bien, pensons à une progressivité de l'enseignement de cette discipline particulière qu'est la philosophie. Alors là, l'animateur, l'enseignant sera beaucoup plus présent, parce qu'on va être dans une forme de maïeutique, c'est-à-dire qu'on va avoir des compétences intellectuelles. Philosopher, c'est pas bavarder, c'est pas le café du commerce, on travaille sur un concept, la liberté. Donc l'objectif, ça va être de travailler la différence entre la liberté naturelle et la liberté civile, par exemple. Et donc, dans quelle situation je mets les élèves, sur quel support je travaille, et comment mes relances vont permettre aux élèves de penser ces distinctions-là, mais aussi vont leur permettre, quand ils prennent la parole, d'aller plus loin dans l'argumentation, la problématisation, la conceptualisation de la notion. Comment je peux amener les auteurs? Moi, je parle de Kant en grande section de maternelle. Ils liront Kant quand ils seront en terminale, et là, on commence. Voilà. Bon, vous voyez. Alors, et là, vous voyez bien que dans ces trois courants-là, la posture de l'enseignant n'est pas du tout la même. Parce que, encore une fois, les objectifs et les finalités ne sont pas les mêmes en fonction du courant dans lequel on se reconnaît. Deux mots, moi, sur mes propres recherches, mais j'en parlerai plus mercredi. Moi, quand j'ai découvert la philo avec les enfants, grâce à ma fille, est-ce que le premier homme avait une maman? C'est une question que je cite toujours. En fait, c'est Adèle, ma fille, qui me l'a posée quand elle avait 4 ans. Et quand, en tant que bonne prof de philo que j'étais à l'époque, je pensais que la philo avec les enfants, c'était n'importe quoi. Voilà. Donc, quand ma fille m'a posé ces questions-là, je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose philosophique chez les enfants. En tout cas, il y a déjà des questions. Et quand je me suis intéressée, et que c'était de la recherchation, je suis allée dans les classes expérimentées, vous voyez, mes hypothèses, elles étaient celles-là. On ne peut pas apprendre à philosopher sans texte. Alors ça, c'est des réflexes de prof de philo. C'est sur quel auteur, sur quel texte je vais partir. Et comme je me suis dit, bon, que les auteurs classiques de philosophie, Kant, Heidegger, Hegel, étaient peut-être un peu trop compliqués dès la grande section maternelle, je n'allais pas me pointer tout de suite avec la phénoménologie de l'esprit. Bon, voilà, mon hypothèse, c'était grâce à la littérature. Voilà, que la littérature pouvait servir de médiation dans un apprentissage précoce de la philosophie. Et, j'ai mené mes recherches, donc, et je continue toujours. Les récits, vous voyez, les contes, les mythes, les albums de jeunesse sont des médiations qui, de façon universelle, aident les hommes à penser le monde et l'existence. Bon, et ça, je développerai ça surtout mercredi. Ce que je voudrais maintenant développer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le but un petit peu de cette conférence, là voilà, Matthew Lippmann, qui s'appelait « À l'école de la pensée ». Je voudrais essayer de montrer pourquoi la pratique des ateliers de philosophie avec les enfants, quelle que soit la forme que l'on leur donne, que ce soit Lévin, que ce soit Tozzi ou que ce soit Lippmann, nous donne le paradigme, c'est-à-dire le modèle de ce que devrait être l'école dans son essence même et au quotidien, c'est-à-dire, comme le disait déjà Matthew Lippmann, une école de la pensée, ou ce que j'appellerais moi une école philosophique. Moi, je pense de plus en plus, et j'ai fait ma HDR d'ailleurs sur ce sujet-là, que la philosophie à l'école, alors ça doit être 1 heure par semaine, c'est l'EMC, déjà si c'est ça, c'est super bien, on est d'accord, 1 heure par semaine. Mais en fait, pour moi, c'est pas 1 heure par semaine, c'est tout le temps qu'elle devrait être philosophique, l'école. C'est-à-dire quand on est en sciences, quand on est en art,
quand on est en mathématiques, quand on est dans toutes les disciplines, le paradigme et le modèle de la communauté de recherche philosophique qui devrait être vivant au quotidien dans la classe. Bon. Et c'est ça que je voudrais essayer de montrer. Ça va? Dites si vous allez réagir. Alors, pour justement essayer de montrer en quoi la philosophie, la pratique de la philosophie, la communauté de recherche philosophique, elle est au cœur de ce que devrait être l'école républicaine dans le sens le plus noble du terme. Vous voyez des grands mots, vous voyez, citoyenneté, république, voilà. Cet idéal des Lumières. Si on veut que l'école incarne et vise à cet idéal des Lumières, je pense que la pratique des ateliers philo devrait nous donner ce modèle. Bon. Pour montrer cette importance politique de la philosophie avec les enfants, je voudrais faire appel à une philosophe que vous connaissez sûrement, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt, dans un texte qui est absolument fondateur, fait une distinction qui me paraît essentielle. C'est la distinction entre l'intelligence et la pensée. Vous savez sûrement que Hannah Arendt, philosophe, juive, qui échappe à l'Holocauste, devient journaliste à New York, et elle assiste dans les années 60 au procès d'un des plus grands dignitaires nazis, qui était Eichmann. Elle assiste à ce procès en essayant de comprendre ce scandale du mal et ce scandale de la barbarie, qui en plus arrive en Europe, dans une civilisation dite justement civilisée, cultivée. Comment la barbarie peut arriver au cœur d'une démocratie éclairée. Bon. Et vous savez ce qui l'étonne quand elle observe Eichmann, c'est son degré de politesse, son extrême culture. C'est-à-dire que Eichmann n'est pas un monstre assoiffé de sang, n'est pas un pervers narcissique, c'est un homme tout à fait banal. Et surtout, c'est un homme gentil, cultivé, poli, plein de vernis de civilisation. Et elle décrit ce qu'elle appelle la banalité du mal. On peut être très intelligent rationnellement, et Eichmann était intelligent, Eichmann était cultivé, Eichmann était poli, et être un barbare. Et ce que dit Hannah Arendt, c'est que si Eichmann est intelligent, il est totalement incapable de penser, et totalement incapable aussi d'empathie, d'esprit critique, parce qu'il est incapable, dit Eichmann, de penser ce qu'il a fait. Eichmann se réfugie derrière le légal, en disant « je n'ai rien fait d'illégal, j'étais fonctionnaire, on m'a demandé d'appliquer une loi et je l'ai appliquée ». Donc il n'avait aucune capacité d'esprit critique, de prise de recul et de regard éthique sur ce qu'il a fait. C'est assez proche, c'est à la même époque que le psychologue Milgram fait ses expériences, vous savez, sur la soumission à l'autorité. Des gens tout à fait normaux, des gens tout à fait gentils, des mères de famille, des pères de famille, qui appliquent sans aucun esprit critique des ordres qui sont non seulement absurdes, mais qui sont aussi cruels. Bon. Voilà ce que dit Hannah Arendt. Eichmann n'était pas stupide. C'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des principaux criminels de son époque. Et c'est sur ce constat que se fracasse en partie l'espoir de la philosophie des Lumières, des gens comme Rousseau, des gens comme Kant, qui vivaient justement dans des dictatures, et à un temps où l'instruction n'était pas obligatoire. Des gens comme Rousseau et des gens comme Kant étaient absolument persuadés que si on développait l'instruction, si on développait le savoir, alors forcément on sortira de la barbarie et de la sauvagerie. Et au milieu du XXe siècle, on se rend compte que la culture, la raison, ne sauve pas de la barbarie, c'est l'absence de pensée qui génère de la barbarie. Et pour permettre que l'école soit véritablement un lieu de formation de citoyens éclairés, elle ne doit pas seulement, le seulement est important, ça ne veut pas dire qu'il faut évacuer la culture et la politesse, mais bon, il ne faut pas seulement développer l'intelligence du sujet par la culture et la rationalité,
Mais elle doit surtout éveiller sa pensée, c'est-à-dire l'esprit critique, le doute, la complexité, et en lien profond avec l'empathie, l'écoute, l'acceptation des désaccords et surtout de sa propre vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a certaines questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Les questions les plus importantes qu'un homme peut se poser dans son existence, l'amour, le bonheur, la justice, ces questions profondes, existentielles, qui font de nous des êtres humains, ces questions-là, elles sont sans réponse absolue et dogmatique. Et il faut accepter cette vulnérabilité. Même quand je pense savoir, je sais peut-être. Voilà. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Bon. Donc, c'est ce que dit Hannah Arendt. Vous voyez où je veux en venir par rapport aux ateliers philo? Et donc, Hannah Arendt, elle a une très très belle expression, elle appelle de ses voeux pour faire vivre en acte cet idéal des Lumières et la démocratie, elle appelle à la création d'oasis de pensée. Des oasis de pensée, ce sont des lieux, un espace, un temps où les citoyens et les futurs citoyens seraient invités à développer ces compétences réflexives et empathiques. Elle ne parle pas de philo avec les enfants. Bon. Mais voilà, on y est. C'est pour ça que je dis que les finalités, vous voyez, les enjeux des ateliers de philosophie, et quel que soit le dispositif employé, Lévin, Tozzi, Lippmann, le mien sur la littérature, quel que le soit, c'est-à-dire que la philosophie et l'éthique des ateliers de philosophie à l'école sont en parfaite adéquation avec ceux d'une école républicaine et démocratique, héritière de cet idéal des Lumières. Ça va, vite, hein. Là, un autre temps, j'ai mis combien de temps? Là, ça fait 3 heures que je parle? Non, je voudrais montrer pourquoi la pratique de la philosophie en particulier. Pourquoi c'est la philosophie avec les enfants et pas une autre pratique, hein. Vous pourriez dire peut-être que le débat scientifique, les sciences, les mathématiques participent aussi à cet éveil de la pensée. Alors là, je voudrais montrer quand même en quoi la pratique de la philosophie en tant que philosophie participe particulièrement de cet idéal. Et là, je vais faire un éloge de la philosophie. Voilà. Pourquoi la philosophie plutôt que toute autre pratique? Et la philosophie au cœur de l'école. Bon, il y a 3 grandes caractéristiques, me semble-t-il. D'abord parce que la philosophie, elle est globalisante et holistique, c'est-à-dire, là j'explique, qu'elle interroge tous les phénomènes dans leur essence même, rien de ce qui existe ne lui est étranger. C'est-à-dire que si vous êtes enseignant de sciences, de mathématiques, de sciences et vie de la Terre, de PS, d'art, de français, de langue, de tout ce que vous voulez, votre discipline est interrogeable par la philosophie. Qu'est-ce que l'art ? Pourquoi on apprend l'histoire? Est-ce qu'on peut tirer des leçons du passé? Qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique? Le rapport au corps dans le sport, le rapport à la compétition, le jeu, voilà. Les langues, la diversité des langues. Voilà. Tout ce qui existe est interrogeable par le philosophe, et c'est en ce sens-là qu'elle peut être au cœur de l'école, parce qu'elle concerne tout le monde, de la maternelle à l'université, toutes disciplines confondues. La philosophie, alors là je vais reprendre Aristote. Aristote disait que la philosophie est la science de l'être en tant qu'être. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Et ça, vous allez voir que l'enseignement de la philo, il repose beaucoup sur ce que disait Aristote, mais pour rendre la philosophie surplombante par rapport aux autres disciplines. Aristote dit que vous avez les sciences particulières et la philosophie. Les sciences particulières, comme par exemple la biologie, dit Aristote, va interroger, va regarder le réel, ce qui existe, avec, je fais le geste, les lunettes de la biologie. Donc je mets mes lunettes de biologiste et je regarde ce qui est interrogeable, observable, analysable par la biologie. Et donc, dit Aristote, je ne vais retenir que certains objets. Voilà. Ceux qui appartiennent en gros aux vivants. Si je mets mes lunettes de mathématicienne, je vais regarder le réel et je ne vais retenir du réel que ce qui est étudiable par la science particulière que sont les mathématiques, etc., etc., etc. Donc, dit Aristote, les sciences particulières ne retiennent qu'une partie du réel, et pas tout.
Et en plus, dit Aristote, quand par exemple la biologie va retenir un être vivant comme l'homme, eh bien elle ne va analyser et étudier cet objet que sous l'angle particulier de l'homme en tant qu'être vivant. Donc les sciences particulières analysent une partie du réel sous un angle particulier. Alors que la philosophie, puisqu'elle interroge qu'est-ce que c'est que tout ce qui est, elle va retenir tout ce qui existe, l'épistémologie, la morale, l'esthétique, le droit, tout. Tout est interrogeable par la philosophie, et en plus, dit Aristote, quand la philosophie prend un objet, comme l'homme, elle va poser la question, qu'est-ce que l'homme? C'est-à-dire qu'elle va essayer d'en tirer l'essence dans sa globalité. Voilà, c'est pour ça. Donc ça, c'est à la fois une force et une faiblesse de la philosophie, hein, vous voyez bien, mais en tout cas, par rapport à l'école, dire que quelle que soit la discipline que vous enseignez, quel que soit le niveau où vous enseignez, c'est un objet philosophique et qui peut être étudié par la philosophie. Elle interroge le tout dans ce qu'elle a d'essentiel. Deuxième caractéristique qui est une force de la philosophie par rapport à ce paradigme de ce que devrait être l'école, la philosophie instaure radicalement un autre rapport au savoir. En tout cas, elle devrait. C'est une des difficultés, hein, je pense que les enseignants qui pratiquent les ateliers philo le savent, c'est que quand on pratique un atelier de philosophie, surtout avec les enfants, l'enseignant doit changer de posture. Tout d'un coup, par rapport à la question qui est posée, on est à égalité avec les enfants, parce que cette question-là, on se la pose toujours. Vous savez pourquoi, il y a des gens qui sont méchants? Vous savez ce que c'est que la justice? Vous savez à quoi on reconnaît qu'on aime vraiment quelqu'un? Et le premier homme, il avait une maman? Et Dieu, il existe? Donc, ce sont des questions où on se les pose toute la vie. Donc l'enfant se la pose, l'adulte se la pose, on se la pose encore. Et encore une fois, la réponse, elle n'existe pas. On peut avoir des convictions, hein, on peut avoir des croyances, mais la réponse, elle n'existe pas. Et donc la philosophie, elle instaure radicalement un autre rapport au savoir. J'adore cette formule de Blanchot. En philosophie, la réponse est le malheur de la question. Ça, c'est important. Et on le sait, c'est déstabilisant aussi, hein, par rapport à l'enseignant, où en général, on détient justement l'autorité du savoir. Il faut accepter ce changement de posture. Et il faut accepter ce que j'appelais tout à l'heure, vous voyez, cette vulnérabilité par rapport à la question qui est posée. Bon, là, je suis Matthew Liebman, je vais passer pour aller vite, vous aurez cette citation, mais où Liebman dit que c'est très important cette façon d'aborder le rapport au savoir dans les ateliers philo, et qui est une façon, vous voyez bien, là aussi, de former le citoyen éclairé, de former à la pensée complexe, et de former une certaine... d'acceptation de sa vulnérabilité par rapport à ces grandes questions-là. Ensuite, et c'est une troisième spécificité des ateliers philo qui me semble essentielle dans la construction du citoyen éclairé, c'est que les ateliers de philosophie instaurent aussi un autre rapport au temps. Il y a un temps de suspension. Quand Hannah Arendt, elle parle d'oasis de pensée, elle dit à un moment donné, il faut faire stop. Il faut arrêter l'affairement du monde, prendre le temps de se poser pour réfléchir ensemble. Et ces temps, enfin, regardez-nous, nous adultes, quand avez-vous des temps qui vous sont offerts pour vous poser et réfléchir collectivement sur des grandes questions qui sont essentielles dans votre existence, ou même sur du politique? On discute entre des copains, etc. Mais des temps institutionnels, des temps où on se pose vraiment pour réfléchir ensemble, ils n'existent pas. Donc ce rapport au temps qui crée ces oasis de pensée, on les trouve dans les communautés de recherche philosophique. Hein. C'est ce que j'ai dit, la temporalité propre à l'exercice philosophique crée les conditions d'une meilleure appropriation du sens des activités scolaires, parce que s'y réalisent en acte des oasis de pensée qu'Hannah Arendt appelait de ses voeux. C'est le rôle de la bougie, je vais montrer l'image là, de Ce n'est qu'un début. Alors, au tout début, vous voyez là, Pascaline, quand elle commence les ateliers de philosophie, elle allume une bougie.
Ouais. Et c'est une ritualisation pour que les enfants, justement, saisissent qu'on entre dans un rapport au savoir, dans un rapport à l'adulte, dans un rapport au temps qui est extrêmement particulier, qui est ce temps où on va réfléchir ensemble. Voilà. Et quand l'atelier de philo, elle l'éteint. Et terminé, elle l'éteint. Voilà. Donc ça, c'est une forme de ritualisation, vous voyez, de ce rapport particulier au temps qui se joue dans la communauté de recherche philosophique. Et c'est ce que dit, voilà, je cite Isabelle Jesper à propos de la communauté de recherche philosophique. Il s'agit de lieux privilégiés où l'être humain peut se ressourcer à l'abri du bruit et de la fureur du monde et reprendre son souffle. Je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe allemand, Knut Rosa. Je vous invite vraiment à lire son ouvrage, il est excellent. Il s'appelle Aliénation et accélération, où il montre que l'hypermodernité dans laquelle nous sommes plongés, et surtout avec les réseaux sociaux et Internet, crée une accélération du temps et une impression que vous connaissez tous de surcharge cognitive et d'urgence. C'est-à-dire que les nouvelles technologies et Internet devraient normalement nous laisser plus de loisirs, et en fait elles nous surchargent en termes de travail et elles nous surchargent en termes justement de sollicitation. Bon. Et ça forme, et ça crée ce qu'il appelle, vous voyez bien dans son titre, qui est très révélateur, aliénation et accélération. On est aliéné par cette accélération du temps. Et donc il y a un lien très fort entre la communauté de recherche philosophique, ces oasis de pensée, l'expression est magnifique de Hannah Arendt, elle est très parlante, et cette nécessité de proposer aux futurs citoyens que sont nos élèves ces temps de suspension qui permettent le développement d'une pensée critique et bienveillante et d'une prise de distance salutaire par rapport à l'accélération croissante, le sentiment d'urgence et de zapping continu et permanent qui semble caractériser notre hypermodernité. Et là, je suis sûre que vous êtes en train de penser que si les élèves en ont besoin, vous en auriez bien besoin vous aussi. Oui. Est-ce que les artistes, ils ne sont pas dans cette communauté poétique, justement? Oui, il y a tout à fait des liens à faire, bien sûr. Bien sûr, il y a des liens à faire avec ce qui se peut jouer aussi dans la création artistique. Là, ce que je veux montrer, c'est une spécificité de la communauté de recherche philosophique, mais on peut trouver des liens, bien sûr. Et il n'est pas interdit non plus, bien au contraire, de lier aussi les pratiques artistiques et philosophiques. Documentaire, je ne sais pas si vous le connaissez, formidable là-dessus, Tout s'accélère, de Gilles Vernet. C'est un ancien trader qui a fait un burn-out et qui est devenu un stit. Voilà. Voilà. Et dont l'obsession dans sa pratique de classe, c'est justement de travailler le rapport au temps avec ses élèves. Parce que lui, justement, c'est son credo, il dit que travailler ce rapport au temps est essentiel dans la société dans laquelle on vit, pour des enjeux qui sont aussi politiques, et il pratique des ateliers de philosophie et de méditation avec ses élèves. Et dans ce documentaire, donc non seulement vous le voyez dans sa classe, mais vous avez des interviews aussi, notamment d'Edmond Rosa, voilà, qui viennent éclairer le sens politique, vous voyez, de ces pratiques. On est bien au-delà, vous le voyez bien, d'une didactique de la philosophie. C'est ça que je voulais essentiellement montrer aujourd'hui, c'est plus la dimension politique de ces pratiques. Donc il faudrait penser, là je vous mets l'école d'Athènes, une école qui soit pleinement, profondément philosophique, et c'est en ce sens-là que ce qu'on peut observer dans les ateliers de philosophie à l'école, dans les communautés de recherche philosophique qui sont mis en place pendant l'heure de MC, pour moi, elles doivent servir de paradigme et de modèle de ce que devraient être les pratiques de classe au quotidien. Et ce matin, donc, j'étais au collège à Saint-Benoît, et là, j'ai observé un atelier de philosophie qui était mené par un enseignant de lettres dans son cours de lettres. C'était pas à part, c'était pas en plus. C'était pas dans l'EMC, et c'était bien dans le cours de lettres, et en lien aussi avec les objectifs du cours de lettres. Bon. Donc c'est
C'est vraiment ça que je voudrais plaider. Alors si l'école doit être philosophique au sens fort du terme, hein, ça veut dire que les maîtres devraient être philosophes. Oui. Et que l'école ne sera véritablement philosophique que, bien sûr, si les enseignants sont porteurs de cette posture et de cette éthique, bien évidemment, au quotidien dans leur classe. Il reste combien? Moi, ça va aller. C'est parfait, ça va aller. Oui, voilà. Cet esprit, cette posture philosophique qui relève encore une fois d'une éthique de l'élève, relation à l'élève, éthique de l'élève. Les élèves sont capables. On est en SECPA, on est en CLIS, on est en LIS, on est en maternelle. Et on fait ce pari de l'éducabilité, on fait ce pari de l'intelligence. Donc quand on mène un atelier de philosophie, ça veut dire qu'on est déjà dans une relation éthique, quelle que soit la discipline et quel que soit le lieu où on enseigne. Donc il y a un rapport éthique à l'élève. Et puis il y a cette posture de rapport au savoir et des finalités politiques du métier qu'on a choisi. Oui. Moi, j'élargirais plus en disant que c'est pas simplement les enseignants, c'est vraiment la communauté éducative. Oui. Parce que l'enseignant seul... Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que là, elle sera beaucoup plus fort. Mais vous avez tout à fait raison. Hein. J'ai une école philosophique et si j'ai à l'école de Saint-Benoît, Lionel, tu pourras apporter le témoignage tout à l'heure, c'est aussi parce que le chef d'établissement et l'équipe éducative portent et sont porteurs de cette philosophie de l'école. C'est pas que la philosophie à l'école, c'est une philosophie de l'école qu'il faut porter. Bon. Je cite Jean Jaurès, on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne, on ne peut enseigner que ce que l'on est. Voilà. Bon. Je le dis de façon caricaturale, mais maintenant que la philosophie à l'école est dans les programmes, dire que bon, tous les enseignants peuvent s'en emparer, et c'est évident que si on fait 1 heure par semaine, où on essaye de développer, c'est marqué dans les programmes, l'esprit critique, la vulnérabilité, le doute, l'écoute, la coopération, et puis que ça y est, que cette heure elle est finie, on termine et on repart sur le rang d'oignon, la transmission, les notes qui sont rendues par ordre décroissant. Voilà. Et moi j'ai beaucoup d'enseignants, puis ça fait presque 18 ans que je travaille sur ces pratiques-là et que je travaille avec les classes et des enseignants du terrain. Bon, beaucoup d'enseignants m'ont dit j'y suis venue avec comme ça, vague intérêt, je n'étais pas forcément convaincue, etc. Et au fur et à mesure, ils me disent je ne peux plus faire classe comme avant. C'est-à-dire que c'est ça insuffle. Cette posture et cette éthique qui se joue dans les ateliers de philosophie. Voilà. Et donc là, je vais faire de la pub pour ma discipline et je regarde monsieur le directeur de l'ESPE. C'est que la philosophie devrait être au cœur de la formation des enseignants. Voilà, de la philo à tous les étages. Voilà, je plaide pour ma chapelle, mais c'est vrai que la philosophie, si on veut former les enseignants aux pratiques philosophiques, c'est pas seulement de la didactique de la philosophie, mais c'est une vraie philosophie de l'école qu'il faut transmettre. Et c'est ce que j'espère de mes voeux dans les SP, dans la formation des enseignants. Voilà. Voilà, donc je termine sur, j'ai plus que 2 diapos, vous voyez, avec la gravure de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Donc l'héritage de la philosophie des Lumières est consubstantiel pour ma part. Je suis rousseauiste au départ, hein. Au départ en tant que prof de philo, je travaillais sur Rousseau et les Lumières, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi. Et je crois que cet héritage de la philosophie des Lumières, cet idéal qui était porté par ces philosophes, est consubstantiel pour moi à la pratique de la philosophie avec les enfants et des visions de l'école et de la cité qui la soutiennent. Je sais bien que c'est un idéal, hein, mais voilà. Je pense que quand on est enseignant, il faut y avoir cette foi laïque dans cet idéal. Et en ce sens, les ateliers de philosophie avec les enfants nous donnent bien le modèle de ce que devrait être l'école au quotidien et ce que j'appelle donc une école philosophique, que Matthew Lipman appelle une école de la pensée, mais que j'appelle moi une école philosophique. Et juste pour terminer, j'aurai une anecdote. Voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans un atelier de philosophie. On est le mardi 17 novembre 2015. Pour situer le contexte, voilà, les attentats du 13 novembre, le vendredi. Je menais des ateliers de philosophie dans le cadre d'une recherche qui se déroulait dans l'enseignement spécialisé. Je travaillais 5 ans avec ULIS, CLIS, SECPA.
pour voir justement quels effets pouvaient avoir les ateliers de philo sur le rapport au savoir des élèves. Quand on était en art, quand on est en sciences, quand on était en histoire, en quoi, avoir une réflexion de type méta et philosophique sur ce qui est en train de se jouer dans les disciplines pouvait donner plus de sens. Bon, bref. Là, on est en CLIS, trouble du langage, dans une école élémentaire au Mans, où l'enseignant, depuis 2-3 ans, pratique les ateliers philo. Les attentats ont lieu le vendredi. On est tous évidemment dans un état épouvantable. Je dis à Guillaume, on s'appelle le week-end, et on se dit, bon, on ne fait pas philo, hein, l'atelier philo du mardi, on se dit, on ne fait pas philo un jour-là, hein, on débriefe, on pleure, on console, on rassure, on en parle, voilà. On avait sorti les fiches à Strapi, vous savez, voilà, bon, histoire de juste parler, débriefer avec les élèves pour savoir ce qu'ils avaient entendu, bon, à la télé. On commence à parler avec les élèves, et il y en a un, 8 ans, qui lève la main, et il fait, mais moi je voudrais dire quelque chose quand même, parce qu'à la télé, ils disent on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, et moi je suis pas sûre qu'on soit en guerre. Parce que dans une guerre, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Les soldats, ils n'ont pas le droit de tuer les civils, ils n'ont pas le droit de tuer les enfants. Puis une guerre, c'est entre 2 États. Les terroristes, c'est un État. Alors, moi, je suis pas sûre qu'on soit en guerre. Ben, vous voyez, avec Guillaume, on s'est regardé et on s'est dit, si on pratique les ateliers philo depuis autant d'années dans sa classe, c'est juste pour avoir ce moment-là. C'est-à-dire ce moment où cet enfant, tout seul, à la maison, en dehors de l'école, avec BFM TV en boucle, il entend le mot guerre et il se pose la question de savoir est-ce qu'on est en guerre. Voilà. Et c'est ça la dimension, vous voyez, politique des enjeux de la philosophie à l'école, pour moi en tout cas.